Bonjour. Alors, mon intervention d'aujourd'hui, qui sera relativement brève, est consacrée tout de même à un thème très philosophique, c'est-à-dire le rapport de la morale et de la liberté. Mais les conditions dans lesquelles je fais cette intervention sont liées à un éditorial de Ouest France que j'ai lu autrefois, et où il était question de ce rapport, mais maltraité par le journaliste. Donc, je précise, le titre de mon intervention s'intitule « La morale contre la liberté » avec un point d'interrogation, alors qu'il n'y avait pas de point d'interrogation dans l'éditorial en question. Alors cet éditorial, déjà ancien, mais ahurissant et scandaleux, du journal Ouest France, journal de province, raisonnable d'habitude, que j'apprécie, et auquel donc j'emprunte le titre en lui ajoutant un point d'interrogation qu'il ne met pas. Donc je pourrais aussi intituler cela de la manière suivante, la liberté menacée par la morale. Point d'interrogation, c'est une question. On n'a pas besoin d'avoir lu, je vous signale tout de suite, cet éditorial, pour comprendre ce qui va suivre, car je vais en reprendre le thème pour en faire la critique. Alors, le thème de cet éditorial, écrit pourtant par un écrivain et un éditeur, donc par un esprit, qui n'est pas inculte, mais que je ne citerai pas, par discrétion, disons, consiste à déclarer que la morale en politique, quand elle impose ses normes, est totalitaire. La formule est lui, porteuse de tyrannie et de terreur, comme ce fut le cas, selon lui, dans toutes les révolutions, à commencer par la française, la russe, bien évidemment, la cubaine. Alors là, je ne vois pas ce qu'il veut dire, car la violence n'était pas du côté de la révolution cubaine, mais du côté du régime qui a été renversé, l'algérienne, etc. Alors, la base de son raisonnement, parce qu'il y a quand même un raisonnement, est empruntée à Max Weber dans Le savant et la politique, dont il détourne d'ailleurs la signification. Alors, celui-ci, Max Weber, oppose l'éthique, et non la morale, de la conviction et l'éthique de la responsabilité. Bon. Et l'éditorialiste, dans le prolongement de Weber d'ailleurs, lui préfère cette dernière, donc l'éthique de la responsabilité, basée sur la vraie réalité, selon lui, au nom d'un soi-disant refus du manichéisme moral, du bien et du mal, accusé, dans un premier temps, de nier la complexité du réel et donc d'évacuer une vision, disons, saine de la politique qui serait, si on le comprend bien, essentiellement réaliste, pragmatique ou technique, ne voulant pas violenter ou transformer l'ordre des choses. La morale, elle, au contraire, entendant le changer pour l'améliorer, engendrerait donc le totalitarisme politique avec ses effets dévastateurs sur notre liberté. Or, je le dis tout de suite, il faut absolument répondre à ce genre d'accusation avec ses effets publics incontestables, car Ouest France est un journal qui a une grande audience, dans l'ouest de la France en particulier, et même si l'auteur n'est pas un nouvel Alain, je rappelle que Alain, le philosophe, écrivait lui aussi des textes ou des éditoriaux dans des journaux. Cette accusation, donc, il faut la récuser en quelque sorte, parce qu'elle fait fi de tout ce que la grande tradition philosophique issue des Lumières, ainsi que tout simplement le bon sens, nous font penser, et qui nous imposerait alors de nous incliner devant ce qu'on pourrait tenter de sanctifier comme étant le réel, je dis bien le réel, justement, un réel alors supposé moralement inchangeable pour l'essentiel. Bon. Il faut y répondre, et je vous lis ma réponse, disons en deux temps pour aller vite. D'abord, dans l'ordre des relations interindividuelles, il est clair que si la morale restreint la liberté individuelle de l'action, restreint, elle ne la supprime pas, car c'est bien pour respecter celle d'autrui, donc sa personne même, que nous devons réprimer l'expression de ceux de nos affects qui portent atteinte à la dignité personnelle des autres, et ce faisant, elle oblige autrui, symétriquement ou réciproquement, à respecter la nôtre, et nous sommes tous gagnants, ce faisant, dans ce cadre moral appliqué à la vie. Elle organise donc ce que j'appelle la coexistence des libertés, par exemple sur la base du principe kantien, selon lequel nous ne devons pas traiter l'autre comme un simple moyen, et l'instrumentaliser au service de nos fins personnelles, mais le considérer
aussi et avant tout comme une fin en soi. Je m'arrête là, tant la manière dont Kant a porté au concept ce principe, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, est impeccable selon moi, convaincante. Et elle rejoint d'ailleurs la conscience commune, dont il s'est d'ailleurs inspiré, il l'a dit lui-même, conscience commune, donc qu'il rejoint, sauf celle de notre éditorialiste apparemment. Comme elle rejoint ce qu'on pourrait appeler la morale évangélique, pour une part en tout cas, dont Westphal se réclame par ailleurs, vu l'idéologie qui a présidé à sa fondation, il y a à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec Marc Sangnier, qui était un chrétien engagé dans une espèce de socialisme social, d'inspiration sur les religieuses et morales. Comprenne donc qui pourra. En tout cas, il est clair que la morale est au service de la liberté de tous. Ce qui signifie que nous devons tous, j'insiste, tous, renoncer à notre libre, entre guillemets, égoïsme individuel. C'est ce qui constitue précisément le bien moral favorable aux autres autant qu'à soi, indirectement. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et contrairement alors à une autre mode idéologique détestable et dominante, étendre ce qui vient d'être dit sur la morale à la politique elle-même, en acceptant cette magnifique idée de Rousseau formulée dans l'Émile, ceux qui voudront séparer la morale et la politique n'entendront rien ni à l'une ni à l'autre. Ni à l'une ni à l'autre. Traduisons. La morale doit se prolonger ou se réaliser en politique, et inversement, la politique doit s'inspirer de la morale quant aux fins qu'elle doit poursuivre, et non simplement, par exemple, de fins qui seraient strictement utilitaires, réalistes ou pragmatiques, comme vous voudrez. C'est ce que lui-même a d'ailleurs exprimé dans le contrat social, fondé sur un pacte issu de la liberté de chacun, et qui, en la restreignant bien évidemment, assure la liberté de tous. On doit se souvenir que la volonté générale, principe de tout pacte républicain et donc démocratique, n'est pas la somme, mais la synthèse des volontés particulières, les accordant les unes aux autres en les maîtrisant. Et cette idée fondamentale se retrouve chez Kant, figurez-vous, dans sa philosophie politique, qui, malgré des limites dues à son temps, prolonge bien la morale en politique sous la forme ce que l'appelle un règne politique des fins morales. L'idée d'un règne des fins morales se trouve à la fin des fondements de la métaphysique des mœurs, mais je donne une traduction et un prolongement directement donc politique. C'est ainsi que ce même Kant a pu préconiser une paix perpétuelle, concept politique, s'il en est, qui est un idéal à la fois indissolublement moral et politique par contre, et qui commence par cette affirmation essentielle, selon laquelle, formulation ou affirmation que je trouve très belle, donc selon laquelle la vraie politique ne peut donc faire un pas sans avoir rendu hommage à la morale, au point qu'il a envisagé un projet de paix perpétuelle qui aura inspiré la création de la SDN plus d'un siècle après. Et dans ce même livre, le projet de paix perpétuelle, il distingue bien ce qu'il appelle le politique moraliste, qui se forge une morale à sa convenance, c'est-à-dire conforme à ses intérêts, mais qu'il déguise, et le politique moral, qui, lui, fonde son action sur les principes moraux et en les respectant à la lettre. Bon. On est bien loin de l'éthique, de la responsabilité de Weber, pour qui seule l'efficacité économique compterait, ce qui en faisait un partisan du libéralisme économique insensible à ses effets inhumains. Et vous devez peut-être savoir que Weber, en sociologie, s'est opposé au début du siècle dernier à la sociologie de Marx, qu'il prétendait précisément irréaliste. C'est une opposition qui est connue. Mais on doit encore aller plus loin. Si l'on accepte de voir notre société, à savoir le capitalisme, tel qu'il est compris à la lumière de Marx, et que le journal Ouest France ne doit guère connaître,
comme bien d'autres médias d'ailleurs. Eh bien, l'auteur du Capital nous a appris à considérer ce capitalisme comme un régime politique et économique fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est-à-dire, si l'on traduit cela dans un langage moral, sur la réduction du travailleur à un instrument ou un moyen de profit pour le propriétaire des moyens de production auxquels il est associé dans son travail. Ce qui est profondément, bien entendu, immoral objectivement, si l'on accepte les critères normatifs de la morale selon Kant et donc du respect de la personne humaine en elle-même. Et je pourrais développer cela bien davantage, je l'ai fait d'ailleurs dans mes livres, en montrant le sort concret que cela entraîne pour les travailleurs en régime capitaliste. Misère, chômage, aliénation, etc. Tout cela n'est-il pas immoral ? Comme le sont bien d'autres phénomènes sociaux, comme l'absence de démocratie, ou en tout cas une réduction de celle-ci à quelque chose de relativement formel, le racisme, la domination de l'homme sur la femme, les guerres aussi, etc., dont la condamnation morale, et donc pas seulement technique ou pragmatique, s'impose au nom de la dignité et des intérêts vitaux de tous les hommes. Je dis bien de tous les hommes. Car je rappelle que le critère de l'universel, qui est au fondement de la morale selon Kant, le critère de l'universel s'exprime ainsi, et morale, ce qui peut être universalisé sans contradiction. Je répète, ce qui peut être universalisé sans contradiction, ce qui n'est pas précisément le cas de l'exploitation. Tout le monde ne peut être exploiteur ou privilégié par définition. Pour qu'il y ait des exploiteurs, il faut qu'il y ait des exploités, et pour qu'il y ait des privilégiés, il faut qu'il y ait bien entendu des non-privilégiés. À quoi on ajoutera, en changeant d'échelle, toutes les immoralités quotidiennes, sinon les turpitudes, qui affectent la vie politique dans son fonctionnement courant et qui personnellement, si vous voulez, pas seulement personnellement, mais en tant que philosophe moraliste, si vous voulez, me déprime, me désole, suscite en moi une espèce d'indignation fondamentale. Je précise, le poids exclusif de l'ambition, les mensonges par rapport aux promesses, le copinage, les conflits d'intérêts, la prévarication, et j'en passe. Faudrait-il donc laisser les hommes se livrer à tout cela en toute liberté amorale, pour reprendre en quelque sorte l'idée de notre éditorialiste. Et ce n'est pas à l'aide du catholicisme et de sa morale dont notre auteur se réclame, en regrettant son effondrement, ce n'est pas à l'aide de celui-ci seulement que l'on humanisera aussi notre monde. Il faut aller au-delà, bien entendu, de ce catholicisme moraliste. Il vaut donc mieux suivre cette définition du communisme à nouveau qu'a donné Marx dans le manifeste communiste, sous une forme qui va vous étonner parce qu'on l'oublie et on croit que c'est l'inverse qu'il a dit. Eh bien non, je précise exactement sa formulation, une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. C'est à la fin du chapitre 2. Et on s'attendrait à ce que ce soit l'inverse, et que ce soit au contraire la liberté de tous, organisée par l'État, qui garantisse la liberté de chacun. Or, ce n'est pas ça qu'il dit, pour mettre vraiment, si vous voulez, son projet communiste à l'aune d'une inspiration morale où la liberté est centrale. Cette perspective, qui est donc bien morale, autant que politique, même si son auteur se défend parfois d'y faire intervenir des normes, mais ça c'est une autre question de fond que pose la philosophie politique de Marx. Alors même si cette perspective met en tout cas la liberté au centre d'un projet de société inédite dans l'histoire et que la morale clairement inspire. Conclusion ironique, mais on a le droit d'être parfois dans l'ironie quand on est un peu scandalisé par certaines choses. Quelle mouche immorale a donc piqué Ouest France, lui transmettant son virus? Merci.